Voilà, mesdames, messieurs, je remercie d'abord l'Institut de recherche clinique de m'avoir invité pour vous parler donc ce matin d'huile de palme, d'acide gras saturé, de risque cardiovasculaire. Et j'essaierai d'apporter toutes les nuances nécessaires à ce sujet en soulignant d'emblée la complexité des questions relatives à la nutrition en général, particulièrement aux acides gras et bien sûr à la santé en particulier. Donc, Monsieur Jamet a déjà présenté un certain nombre de choses, j'irai assez vite sur certaines, et puis on aura le temps de discuter. Vous savez, il vous l'a dit il y a un instant, que les lipides alimentaires étant insolubles dans l'eau, ils doivent être transportés dans le sang sous forme de lipoprotéines, qui sont des transporteurs de graisse. Et ces transporteurs de graisse contiennent donc à la fois du cholestérol qui est estérifié avec un acide gras et des triglycérides qui sont faits de 3 acides gras. Et donc nous avons dans le sang en fait non pas des lipides mais des lipoprotéines qui les transportent. Ces lipoprotéines sont soit de type LDL, soit de type HDL, ça a été dit tout à l'heure. Elles contiennent plusieurs fractions sur lesquelles je ne reviendrai pas maintenant compte tenu du temps. Ce qui est important de rappeler, et ça a déjà un petit peu été souligné tout à l'heure, c'est que les lipides qui sont transportés dans le sang, sous forme de VLDL, puis ensuite de LDL, transporteurs de graisse, transporteurs de cholestérol, transporteurs de triglycérides, viennent du foie essentiellement, mais viennent de plusieurs origines. Bien sûr, les lipides alimentaires, mais également ceux qui sont issus de la graisse abdominale, corporelle, et puis ceux également qui sont fabriqués dans le foie, par le foie, à partir des glucides, à partir de l'alcool, surtout dans des conditions particulières qui ont déjà été soulignées aussi, notamment le syndrome métabolique. Et donc, l'origine des lipides circulants est complexe, elle aussi. C'est important de le rappeler. Il y a aussi une toute petite fraction qui vient de la fermentation colique, mais j'en parlerai pas. Alors, quand ils sont ingérés, ces lipides, que deviennent-ils? Mais ils sont absorbés. Ils sont absorbés à travers la lumière, à travers la cellule intestinale qui figure ici, après avoir été hydrolysés, c'est-à-dire séparés en plusieurs fractions, notamment une fraction qui sera une fraction faite de monoglycérides, et puis 2 fractions qui sont libres, qu'on appelle les acides gras libres, qui vont ensuite être absorbés, puis resynthétisés avant d'être exportés par la cellule dans la circulation, et puis jusqu'au niveau du foie. Donc, petit rappel physiologique pour certains, j'espère pas trop complexe, avec une petite allusion aux savons, mais c'est pas les savons qui nous lavent, c'est les savons qui sont formés dans l'intestin. J'en parlerai dans un instant. Voilà donc un triglycéride alimentaire qui ensuite est transporté sous forme également de triglycérides, mais dans des transporteurs qu'on appelle des lipoprotéines, les VLDL notamment, puis les LDL. Alors voilà, les acides gras, vous les connaissez, je vais pas détailler beaucoup. Vous voyez qu'un acide gras saturé ne contient pas de double liaison. Et donc, il a de ce fait-là une linéarité, et on va dire une rigidité qui lui est propre, alors que les acides gras insaturés, je ne le figure pas, eux, sont, à cause de cette double liaison, constitués avec une angulation. Alors voilà les acides gras saturés dont on a parlé. Il y en a qui sont courts, d'autres très courts, d'autres moyens, d'autres à chaîne longue. Bien sûr, les acides gras à chaîne longue comme l'acide palmitique, l'acide myristique, l'acide stéarique nous intéressent particulièrement. On va essayer de voir un petit peu quelle est leur destinée. Voilà la classification des acides gras que vous connaissez. Il ne faut pas les opposer, ils sont complémentaires, ils ont tous une fonction, ils ont tous des rôles. Le plus important, c'est de garder l'équilibre entre tous ces acides gras, et à la fois l'équilibre entre les acides gras saturés et insaturés, mais également au sein des acides gras polyinsaturés. Vous le savez tous. Alors voilà, figurant ici cette angulation avec un acide gras qui est polyinsaturé, il y a 2 doubles liaisons, vous le voyez ici, et en fait il y a 2 angles qui sont formés, et on comprend bien que cette angulation va aboutir à une constitution structurelle des membranes qui sera différente et plus de fluidité, alors que quand les acides gras sont saturés, ils sont linéaires, mais également lorsqu'ils ont la configuration trans, où vous voyez que les hydrogènes ne sont plus du même côté, mais ils sont des 2 côtés opposés,
et de ce fait-là, l'angle disparaît et la molécule devient linéaire. C'est un peu schématique, mais toujours utile de le rappeler parce que s'il y a un avantage à l'huile de palme, supposons qu'il y en ait un, on ne le sait pas encore, eh bien, c'est sans doute d'avoir permis la quasi-disparition des acides gras trans dans l'alimentation française aujourd'hui. Voilà, donc cette linéarité, ces angles, ces configurations cis ou trans, j'espère que vous vous y repérez, avec le paradoxe, c'est que l'hydrogénation partielle conduit à un acide gras trans, alors que l'hydrogénation totale conduit bien sûr à saturer totalement un acide gras insaturé, et il n'y a donc plus de double liaison, il n'y a donc plus d'acide gras trans dans une hydrogénation totale. Assez difficile à faire comprendre au grand public, bien entendu. Alors l'huile de palme, elle a déjà été décrite, je ne vais pas revenir sur sa composition. Simplement, il est intéressant de souligner que les acides gras dans un corps végétal ou animal ne sont pas situés au hasard sur le glycérol. Ici, c'est un triglycéride avec 3 acides gras, 1, 2 et 3, et les positions, eh bien, sont pas tout à fait... premièrement, ne sont pas au hasard, et deuxièmement, ne sont pas anodines. On va le voir dans un instant. Pour information, par exemple, 87% des acides gras insaturés sont en position 2 dans l'huile de palme, en position centrale, ce qui est quelque chose qui peut avoir un intérêt, j'en dirai un mot dans un instant, alors que les acides gras saturés sont le plus souvent en position 1 et 3, et donc il y aura des petites différences au niveau de la biodisponibilité. En effet, l'acide gras qui est central, lui, a toutes les chances d'être incorporé dans cette configuration-là et de parvenir jusqu'au tissu exactement dans cette configuration, alors que ceux qui sont périphériques vont être hydrolysés, libérés dans l'intestin et en présence de calcium vont former des savons insolubles qui seront éliminés. Alors bien sûr, l'impact est modeste, mais il est réel. Il explique que 2 huiles ou 2 corps gras de composition identique peuvent avoir, en présence de calcium, qui fait partie de nos apports alimentaires, un effet plus ou moins important, notamment sur l'élévation du cholestérol, et en particulier du cholestérol LDL. Et vous voyez bien que avec l'huile de palme qui a l'essentiel de ces positions 1 et 3 qui sont occupés par des acides gras saturés, il y a une diminution de la disponibilité, de l'absorption des acides gras saturés périphériques. Et donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça a un impact important dans l'explication des différences des effets métaboliques des différents corps gras. Alors, petite question subsidiaire, entre ces matières grasses, laquelle est votre préférence? Le jour où il y aura un étiquetage, on sera tous ravis, car on s'y retrouvera tous. On ne peut pas dire que ce soit très simple d'interpréter cela. Et si je vous disais, est-ce que vous la reconnaissez? Alors peut-être la première colonne, vous avez reconnu que c'est notre candidat, l'huile de palme, mais ensuite les colonnes suivantes, c'est plus difficile. Figurez-vous que la deuxième, qui est beaucoup plus riche en acides gras saturés, c'est le beurre de cacao. Dont tout le monde raffole, bien entendu. Donc, les huiles ont des compositions différentes, aucune n'est parfaite, aucune n'est idéale, toutes ont des compositions différentes, complémentaires, le tout est de savoir comment on pourra les manier et quels sont leurs usages préférentiels. Voilà, le point de fusion a été évoqué tout à l'heure, c'est le point qui conduit un corps gras à passer de la consistance solide à la consistance liquide. Pour l'huile de palme, il est aux alentours de 36 degrés, un tout petit peu supérieur au point de fusion du beurre, et il explique bien sûr ses qualités et propriétés technologiques et organoleptiques. Alors, bien, j'ai pas pu résister à vous passer la photo des tontons flingueurs, qui est mythique, puisque leur conversation, chacun le sait, tournait autour des acides gras saturés, me semble-t-il, à moins que ça soit sur l'alcool. Je crois que c'est plutôt l'alcool. Voilà. Alors, l'huile de palme, caractéristiques nutritionnelles et physiques, pour résumer, 50% d'acides gras saturés, 50% d'acides gras insaturés, il faut aussi le dire. Verre à moitié plein, verre à moitié vide, comme vous le voulez, ne contient bien sûr ni cholestérol, ni acide gras trans, bien entendu, puisque végétal, donc pas de cholestérol, et pas d'acide gras trans, puisque il n'y a pas eu d'hydrogénation.
Les propriétés physiques ont déjà été développées, je ne reviendrai pas dessus. Venons-en un petit peu à la biologie. Bien sûr, les acides gras saturés élèvent le cholestérol LDL, ce qu'on appelle vulgairement le mauvais cholestérol. Les acides gras trans un petit peu plus. Par contre, en termes de cholestérol HDL, mais l'interprétation est très complexe, les acides gras saturés sont ceux qui élèvent le plus le bon cholestérol. Alors, bien sûr, il ne faut pas être trop schématique et ce serait un peu démagogique de ne montrer que cela. Mais vous avez vu que les acides gras trans, eux, ont tout faux, puisqu'à la fois, ils augmentent le LDL et ils baissent le HDL. C'est vraiment pas la bonne équation. Donc, il est vrai que se substituant progressivement aux acides gras trans pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, puisqu'ils ont les mêmes caractéristiques physiques intéressantes, eh bien, c'est a priori quand même un élément positif. Alors, les rôles des acides gras ont déjà été développés. Je dirais simplement que les acides gras ont tous des fonctions, même si certains ont des fonctions dites structurelles ou fonctionnelles plus importantes, les acides gras saturés également, même s'ils ne sont pas indispensables. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données sur l'huile de palme précisément ? On a eu l'occasion de faire une revue de la littérature qui a été publiée cette année, en 2013, sur les effets notamment hyperlipidémiants de l'huile de palme comparativement à d'autres matières grasses. C'est assez intéressant parce que la littérature est assez claire, c'est relativement proche de l'effet sur le cholestérol LDL, donc le mauvais cholestérol, entre guillemets mauvais, de l'huile d'olive, de l'huile d'arachide ou tournesol oléique. C'est pas tellement étonnant puisqu'on a quand même 40% d'acide oléique dans l'huile de palme. C'est moins hypercholestérolémiant que l'huile de coco ou les matières grasses végétales partiellement hydrogénées. C'est plus hypercholestérolémiant que l'huile de tournesol, de soja, d'olive. C'est pas très compliqué de le deviner, bien entendu, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est très variable selon les doses, selon le niveau des apports énergétiques des populations considérées, selon les quantités d'acide linoléique, ça a été souligné par M. Jamet tout à l'heure, et selon les quantités de cholestérol alimentaire. Et donc, si vous voulez, c'est toute une sauce savante qui fait qu'il y a des études qui montrent quand même dans l'ensemble des effets modérés sur l'élévation du cholestérol LDL et une élévation quasi constante du cholestérol HDL qui finalement est assez claire et assez logique, mais avec beaucoup de nuances selon les critères que je viens d'indiquer. Il y a d'autres effets sur lesquels je ne reviendrai pas, qui ont été étudiés. Et globalement, il y a assez peu de choses sur l'huile de palme. Donc, avantage, inconvénient, moi je dirais avantage riche en acides gras saturés, puisque ça permet des qualités technologiques organoleptiques. Inconvénient, riche en graisses saturées, c'est la même chose. Mais qu'en est-il en réalité ? On va parler, si vous voulez, rapidement pour terminer. J'ai sauté les études chez l'animal puisque c'est pas l'objet. Acides gras saturés et risque cardiovasculaire. Alors, je le disais tout à l'heure, les acides gras saturés ont bien sûr une image négative. Pourtant, ils ont des fonctions structurelles, énergétiques qui ont été rappelées tout à l'heure, des rôles fonctionnels aussi. Mais c'est pas parce que ils ne sont pas indispensables dans notre alimentation qu'ils ne sont pas utiles. C'est une notion qui est très importante parce qu'on a fini par croire que seul ce qui était indispensable était utile. C'est tellement important d'ailleurs que comme ils sont très utile pour notre santé, dès que l'organisme en a moins, il en fabrique. Et il peut en fabriquer, c'est une bonne chose. Alors que pour les acides gras indispensables, quand il y en a moins, on ne peut pas en fabriquer, donc c'est un problème. Et donc vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Les acides gras saturés sont utiles et il faut en manger, on doit en manger. Alors, il ne faut pas en manger de trop, bien sûr. Combien faut-il en manger ? Qu'est-ce que nous dit la littérature ? Alors, bien sûr, on ne revient pas sur les effets hypercholestérolémiants, bon voilà, j'ai déjà cité. Tout à l'heure, le Dr Pelouse nous dira dans quel contexte physiopathologique les maladies cardiovasculaires se situent, puisque mon propos se limitera à cela, bien entendu. J'ai simplement voulu mettre ici la complexité et le caractère multifactoriel des facteurs nutritionnels qui interviennent dans la survenue de l'athérosclérose. Et il serait bien malheureux de ne considérer que les acides gras, que j'ai fait figurer ici, et tous les acides gras dans la survenue du risque cardiovasculaire. Beaucoup d'autres choses interviennent. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux acides gras saturés et aux autres et voir s'ils sont responsables ou pas.
Alors, il y a des études très anciennes comme celle-ci, qui étaient dramatiques, sauf pour la France. Alors, la reproduction n'est pas très bonne, mais à l'époque, c'était dans le Lancet, 1981, c'est vieux. Et puis, vous voyez qu'au plus les gens mangent de graisse et de cholestérol, au plus il y a des décès coronariens. Et donc, l'affaire est bouclée, c'est terminé. On passe. Ah, mais il y a la France qui est là-bas, qui nous gêne, parce qu'elle mange beaucoup de graisse saturée, beaucoup de cholestérol, et elle n'a pas beaucoup de maladies cardiovasculaires. À l'époque, déjà, le paradoxe français, qui a été un peu remis en question, mais enfin, qui est quand même une réalité. Et puis, on peut dire aussi que comparé en 1980 à la République dominicaine et puis les États-Unis, franchement, les études écologiques, ça vaut presque rien. Donc, on passe tout de suite. Après des études d'observation un peu plus documentées, études des 7 pays, qui dit, écoutez, il n'y a pas que les quantités de lipides, il y a aussi la nature des lipides. La preuve, par exemple, en Grèce, on mange 37% de lipides, en Finlande, 37%, et vous voyez qu'en Grèce, il y a beaucoup moins de maladies cardiovasculaires qu'en Finlande. Que se passe-t-il? Ah, c'est les graisses saturées qui font la différence. Sûrement, il y avait des apports extrêmement importants de graisses saturées en Finlande à l'époque, jusque 21-24%, c'est-à-dire le double des recommandations, mais peut-être n'y avait-il pas que cela. Alors après, il y a eu d'autres études, notamment des études américaines, qui ont essayé d'observer de façon plus précise le rôle des acides gras saturés dans le risque cardiovasculaire. Et vous voyez qu'il y a des effets, mais ils sont assez modestes. Un risque relatif de 14% d'augmentation, 7%, 3% non significatif, 19%, 10%. C'est très 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 peu. C'est très très peu. En matière de santé cardiovasculaire, c'est très peu. Si on prend par exemple la graisse abdominale ou le tour de taille, on est à 300%. C'est pas 4%, c'est 300%. Le tabac, on est à 300 ou 400%. Et donc, ça n'a rien à voir. Alors, il y a quand même eu des études de migration qui ont montré que quand les gens se mettaient à manger comme les Américains, à l'époque, ils se mettaient à manger beaucoup de graisses saturées, avec des quantités astronomiques, puisqu'ils arrivent à 66 grammes par jour, ce qui est absolument énorme, et leur taux de cholestérol augmentait et les maladies coronariennes augmentaient. Donc là aussi, on a l'impression que tout est dit. Oui, mais les gens, ils changent énormément de choses quand ils déménagent, quand ils migrent. On a un petit peu oublié au passage des études qui quand même montraient un petit peu des discordances et qui disaient, y compris dans l'étude Framingham, qui est une grande étude, finalement on voit pas grand-chose. Je passe parce que ça va être trop long. Puis Western Electric Study, qui est l'EDF américaine, qui a observé aussi une relation mais extrêmement faible, à 0,01, pour les gens qui étaient des très gros consommateurs de graisse saturée, de décès coronariens. Vraiment un risque tout à fait faible, et même il n'était pas significatif pour les acides gras saturés. C'est quand même assez intéressant, et pourtant ils mangeaient des quantités absolument astronomiques, puisqu'on était à 6000 kilocalories par jour, c'est les gros travailleurs, 23% d'acides gras saturés, 161 grammes d'acides gras saturés pour ceux du dernier percentile. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions d'études aussi dramatiques d'apports absolument énormes? Je passe parce que ça va être trop long, là aussi. Et puis, il y a eu une méta-analyse qui a fait beaucoup de bruit en 2010, qui a dit on va regarder toutes les études d'observation, attendez, observation seulement, pas intervention, puis on va voir s'il y a vraiment un risque. Et puis, ils ont fait les calculs, et puis ils ont dit, écoutez, on est ennuyé, on ne voit rien du tout, les P sont non significatifs, 1,07 non significatif, 0,81 plutôt tendance à la baisse non significatif, 1 non significatif pour CVD, maladie cardiovasculaire, CHD, coronary heart disease. Et donc, ça fait un pavé dans la mare. On s'est demandé si c'était pas trompé. Il y a eu des critiques, bien entendu, comme toujours. Puis après, ils ont regardé un petit peu plus dans le détail, ou c'est juste avant ou après. Qu'est-ce qu'il se passe quand on substitue, ça a déjà été un petit peu évoqué tout à l'heure, les acides gras saturés par les acides gras d'une autre nature? Parce que il n'y a pas que les acides gras saturés. Quand on mange moins d'acides gras saturés, on mange plus d'autres choses, et vice-versa. Donc il faut toujours regarder. Tout bouge en même temps en nutrition. Ça, le problème, c'est tout bouge en même temps. Alors, ils font des simulations, parce que c'est des études prospectives. Ils disent ceux qui font ça ou ceux qui font ça, on compare. Donc c'est pas de l'intervention, il faut bien comprendre. Voilà. Et globalement, il n'y a pas de bénéfice quand on substitue aux monoinsaturés. Il y a c'est moins bien. Il y a une augmentation du risque quand on substitue aux glucides. C'est plutôt mieux quand on substitue aux polyinsaturés. Et donc, on voit bien que l'équilibre entre les deux est important. Puis après, ils ont regardé, oui, mais pour les glucides, ça dépend quels glucides. Et effectivement, c'est surtout vrai quand on mange des glucides dits rapides, ce qui n'existe pas, mais un glucide d'index glycémique élevé. Et donc, il y a là, manifestement, ce qu'on appelle la Western Diet, c'est l'alimentation occidentale où on a tout faux, on mange plein de gras, plein de sucre, index glycémique
élevé. Dans le cas contraire, il n'y a pas d'augmentation du risque. Et ça, c'est intéressant. C'est avec les glucides d'index glycémique bas. Et puis aussi, paradoxe français, alors je ne sais pas si l'explication est là, quand on mélange tout puis qu'on regarde l'effet de l'alcool, on voit que les graisses saturées font élever l'épaisseur intima média, à peu près pareil que les trans, mais c'est à une quantité qui sont 10 fois plus importante. Mais quand on met chez les consommateurs d'alcool, ceux qui consomment de l'alcool n'ont pas cet effet-là avec les graisses saturées, ceux qui ne consomment pas d'alcool ont cet effet. Donc il faut peut-être penser qu'il y a le paradoxe français qui est passé par derrière, mais on n'encourage pas la consommation d'alcool, quand même on est des gens sérieux. Alors, il y a eu une étude très intéressante en 2004, déjà ancienne, qui a essayé de suivre des femmes qui avaient une maladie coronarienne, je montre ici, mais c'est là, qui ont été suivies, et puis ils ont eu des coronographies. Puis ils ont observé le risque d'aggravation de la maladie en fonction de ce que ces femmes mangeaient. C'est Moshe Farian qui a fait ça, c'est un Américain très sérieux, même trop sérieux, il a vu quelque chose de très intéressant. Ici, c'est ceux qui mangent peu de graisses saturées, moyen, un peu plus, et beaucoup. Alors beaucoup à la sauce américaine, c'est moins que les Français. Hein. Les Français sont à peu près 16-17%. Donc c'est quand même voilà. Et qu'est-ce qu'il a observé ? Eh bien, c'est ceux qui mangeaient le plus de graisses saturées qui avaient le moins de progression de l'athérosclérose. Alors vraiment, là, pataquès à nouveau, il demandait s'il ne s'était pas trompé, s'il n'avait pas inversé les données, etc. Et ceux qui mangeaient peu de graisses saturées avec plus de progression. Alors l'explication, elle est venue quelques années après, c'est ce qui a été souligné par M. Jamet, c'est que quand vous mangez très peu de lipides, notamment très peu de graisses saturées, le foie va en fabriquer à partir de vos glucides, surtout si vous avez un syndrome métabolique, et il va fabriquer l'acide palmitique, endogène, puisqu'il en faut, et qui va être incorporé dans les triglycérides qui vont être exportés par le foie sous forme de VLDL. Et on aura donc des VLDL, les transporteurs de graisse, riches en triglycérides, eux-mêmes riches en acides gras saturés. Ça a été très bien documenté, cela. Alors bien sûr, c'est des conditions un peu particulières, mais on voit très bien que c'est un équilibre vers lequel il faut attendre. Donc là, il y a l'explication, je passe parce que c'est un peu compliqué, je passe aussi, puisqu'on m'a dit qu'il fallait que j'aille vite. Et puis, plus simplement, ce qu'on sait aussi, c'est que dans ces conditions-là, quand on fait un régime Step 2 qui a été recommandé pendant des années aux États-Unis pour la prévention cardiovasculaire, eh bien certes on baisse le cholestérol LDL, mais on baisse le HDL et on augmente les triglycérides. Et on augmente finalement les triglycérides qui transportent des acides gras saturés, et c'est pas vraiment très bon. En plus, ces triglycérides, ces transporteurs de graisse, ces LDL les VLDL et les LDL sont très particuliers dans ces conditions-là. Ils sont de petite taille. Et quand ils sont de petite taille, je ne vais pas montrer parce que je vais me faire gronder par le modérateur, quand ils sont de petite taille, ils sont beaucoup plus hétérogènes. Et finalement, donc, un régime pauvre en graisse et riche en glucides n'est pas souhaitable dans ces conditions-là. Ce qui ne veut pas dire que les glucides ne sont pas bons pour la santé. Les glucides sont très importants pour la santé, mais il y a un équilibre à trouver. C'est comme toujours, c'est facile la nutrition, on se demande pourquoi il faut faire des études. Donc voilà, ça c'est les modèles, je passe, il y aura des questions tout à l'heure. Et puis, pour finir, il y a eu des études d'intervention. Alors, on a un petit problème sur les études d'intervention, vous allez vite comprendre, qui ont été de dire, on va donner à des gens un régime moins riche en graisses saturées, plus riche en polyinsaturés. Alors, pour forcer un petit peu la dose, à l'époque, c'est des vieilles études, eh bien, on a dit, on va y aller sur les polyinsaturés, et on a forcé la dose, et on a fait des rapports P sur S absolument considérables. Alors, voilà toutes ces études. Alors, premièrement, ces études sont en général de mauvaise qualité, les effectifs ne sont pas suffisants, certaines sont de très bonne qualité, je vais vous montrer, notamment celle-ci, qui est de très bonne qualité, qui a effectivement réduit les graisses saturées, mais tenez-vous bien, ils mangeaient à l'époque 18% d'acides gras saturés, c'est finlandais, et donc on a diminué, et on leur a donné la place de l'huile de soja et du poisson. On leur a demandé d'arrêter le tabac, tout s'est arrangé, bien entendu. Mais qu'est-ce qui a fait le bénéfice ? C'est difficile à dire. Quand on fait la somme des études d'intervention que je viens de vous citer et qu'on regarde objectivement, on voit que les effets sont loin d'être positifs, mais peut-être pas parce que réduire les acides gras saturés ne serait pas bénéfique, mais sûrement parce que l'apport de polyinsaturés était excessif, très excessif. Ce qui ne veut pas dire que les polyinsaturés ne soient pas utiles. On a dit qu'il en faut 4 à 5% vraisemblablement, c'est ce qu'on a dit dans les apports conseillés 2010. Alors, il y a eu des études qui ont montré donc une augmentation du risque cardiovasculaire avec des rapports P sur S beaucoup trop élevés. Ici, c'est une étude qui a été publiée en 2013 qui montre que dans le groupe où on a trop réduit les graisses saturées, trop augmenté les polyinsaturés, ça s'est aggravé. Donc, je termine dans quelques instants.
Il y a eu une méta-analyse de toutes les études d'intervention que je viens de citer, et qui a montré que le seul bénéfice qui était observé, c'est quand le choix des substitutions était orienté vers les acides gras oméga 3 ou dans un rapport oméga 6 oméga 3 qui était convenable. Et donc, bien sûr, on va terminer, bien sûr, il ne faut pas trop de graisses saturées, mais il faut un équilibre. Il y a eu une étude aussi très importante aux États-Unis, ils ont dit on va donner à 48 000 femmes un régime pauvre en graisse saturée, etc. Et on va voir ce que ça donne sur le risque cardiovasculaire. Aucun bénéfice au bout de 8 ans. Voilà, ça c'est les études d'intervention que je viens de citer. Et pour terminer, la situation française quand même, où on sait, mais c'est peut-être pas lié à une seule chose, où malgré le fait qu'en France on mange quand même 16% de graisse saturée, on a moins de maladies cardiovasculaires que dans les autres pays. Mais à quoi c'est dû ? Difficile. Moi, j'ai des idées. Vous me poserez la question. Qu'est-ce qu'il y a eu sur l'huile de palme? C'est les dernières, Monsieur Pelouse. Il y a eu 4 études qui ont été faites, qui ont essayé de voir si l'huile de palme était mauvaise pour la santé ou bonne pour la santé, précisément sur l'huile de palme. Malheureusement, ces études sont peu exploitables. Une étude écologique qui a comparé des pays en disant « Tiens, là, on mange plus de huile de palme, il y a plus de mortalité ». Mais difficile de comparer Singapour et Hong Kong sans regarder tout le reste. Une étude cas témoin chez les survivants d'infarctus au Costa Rica, mais les études cas témoins, je suis désolé, ont peu de valeur, très peu de valeur. Bon, on peut difficilement interpréter. Effectivement, les survivants consommaient plus d'huile de palme, mais peut-être que c'est parce que ils mangeaient de l'huile de palme qu'ils ont survécu, on ne sait pas. Survivants d'infarctus. Une étude écologique dans des pays en voie de développement qui a essayé de montrer des choses aussi, mais ils ont exclu la Malaisie, l'Indonésie, c'est quand même un petit problème. Et enfin, la semaine dernière est parue cette simulation sur l'huile de palme qui dramatise les choses, qui est intéressante, qu'il faudra discuter tout à l'heure, qui dit si on faisait une taxe de 20% sur l'huile de palme en Inde, qu'est-ce que ça ferait? Nous, on pense, disent les auteurs, on calcule qu'il y aura 300 000 morts en plus sur 10 ans, sur 36 millions de décès cardiovasculaires, donc 300 000 sur 36 millions calculés. Mais bon, voilà, ceci étant, ce n'est qu'un calcul, et franchement, ce modèle est très critiquable, on en parlera. Alors, la consommation estimée a déjà été dite par Monsieur Jamet, mes conclusions sont les suivantes. Les acides gras saturés ne sont pas responsables, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas un rôle en situation excessive, ne sont pas responsables de maladies cardiovasculaires. Le rapport excessif dans le cas d'une alimentation occidentale n'est pas souhaitable, c'est évident. Le remplacement par un apport élevé de glucides de haut index glycémique n'est pas bon. L'huile de palme n'induit pas un profil lipidique différent des autres huiles riches en acides gras monosaturés, la littérature le dit. Elle a permis de réduire le recours aux matières grasses végétales partiellement hydrogénées riches en acides gras trans, c'est bien. Cependant, il ne serait pas bénéfique d'accroître la consommation d'aliments denses, gras, hyper-énergétiques contenant l'huile de palme, mais ça pourrait être pareil si c'était contenant d'autres choses, parce que voilà, c'est la nutrition de bon sens. En raison de ses propriétés technologiques et de ses qualités ou ses défauts, il faut appliquer le principe de subsidiarité, faire mieux quand on le peut, l'utiliser quand on ne peut pas faire mieux. Merci.